Et là, sous nos yeux, se dresse un Guilhoun terrassé par le chagrin, une vision de pure désolation, étreignant ce précieux bébé. C'est une scène d'une tristesse si poignante, si profondément navrante. Crois-moi, les mots me manquent pour décrire une telle détresse. Et comme si cette tragédie ne suffisait pas, les concurrents rescapés concluent un pacte tacite d'une inhumanité à peine concevable. Leur objectif est d'une bassesse absolue. Ils veulent se défaire de Guilhoun, du nourrisson sans défense, et de Minsu lors de la prochaine épreuve. On peut littéralement sentir la tension électrique dans l'air, une promesse silencieuse du drame effroyable qui est sur le point de se déchaîner. Puis, dans un acte de pure guerre psychologique, l'homme masqué tend un couteau à Guilhoun et c'est un geste à vous glacer le cœur. Il lui propose de supprimer les autres joueurs pour se sauver, lui et le nouveau-né. Les paroles de l'homme masqué sont un véritable venin, lui promettant que s'il les neutralise dans leur sommeil, lui et le bébé obtiendront la victoire totale. Il pose alors la question la plus dévastatrice qui soit. Joueur 456, as-tu encore foi en l'humanité? De retour au dortoir, Guilhoun revient dans un silence presque accablant, portant tout le poids du monde sur ses épaules. Alors qu'il observe la scène, l'homme masqué se remémore son propre passé, quand Ilnam lui avait fait une proposition rigoureusement similaire. Il se souvient de son indécision, du conflit intérieur qu'il rongeait et du choix qu'il a finalement fait. Confronté à une mort inéluctable, il avait choisi de sacrifier ses compagnons de jeu pendant qu'ils dormaient paisiblement. Ce fut un moment qui a anéanti son âme et il a vécu avec ce fardeau depuis lors. Sa seule justification était la conviction que n'importe qui d'autre aurait agi de la même manière à sa place. Et ainsi, l'homme masqué observe avec une attente fiévreuse Guilhoun s'approcher de Zhongde, semblant prêt à réitérer l'histoire. Pourtant, dans une manifestation de la plus profonde et admirable détermination, Guilhoun s'arrête net. Il se remémore les mots de Sabiok, lui disant qu'il était une bonne personne et qu'il ne devait pas agir comme les autres. Des larmes montent aux yeux de l'homme masqué lorsque Guilhoun abaisse la lame, preuve éclatante qu'il a perdu cette bataille psychologique. Pendant ce temps, Noël atteint une large bouche d'aération à l'extérieur du bâtiment principal. D'un seul tir, d'une précision chirurgicale, elle pulvérise le moteur du ventilateur, se frayant ainsi un passage à l'intérieur. Elle s'engouffre dans le conduit étroit, débutant son infiltration audacieuse de l'installation. Simultanément, au large sur la mer vaporeuse, le père de la jeune fille malade tente une évasion désespérée. Il comprime une grave blessure, un véritable héros luttant contre vents et marées pour sa fille. Quelque part sur ces mêmes zones imbées de brouillard, Yunio se rapproche inexorablement de l'île. C'est à cet instant précis que la radio du bateau crépite et laisse entendre la voix la plus effroyable que l'on puisse concevoir. C'est son propre frère, l'homme masqué, qui lui ordonne de rebrousser chemin ou d'affronter une fin certaine. La réponse de Juno est un acte de courage pur et sans concession, si c'est le prix à payer. J'en ai la chair de poule rien qu'en songeant à son courage exceptionnel en cet instant précis. Le lendemain matin, l'épreuve finale est annoncée et les participants se dirigent vers l'arène. Dans une manœuvre impeccable, Noël se glisse hors du conduit et atterrit sans un bruit dans les quartiers de l'officier. Elle entend le bruit de la douche et se dissimule, guettant le moment propice pour agir. Lorsque l'officier émerge, quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir l'intrépide Noël pointant son arme sur lui. Elle lui ordonne d'effacer l'intégralité des fichiers qu'il possède sur le joueur 246, le père de la fillette souffrante.
Il obtempère sans la moindre protestation, mais c'est alors qu'il livre la plus stupéfiante des révélations. Il révèle que des copies matérielles de tous les dossiers sont conservées dans les archives au sein du bureau de l'homme masqué. Il ajoute que seul lui et l'homme masqué ont accès à cet étage supérieur. Pendant ce temps, les concurrents pénètrent dans Arène, une zone vaste et totalement silencieuse. Au centre se dressent 3 immenses structures, chacune ayant la forme distincte d'un carré, d'un triangle ou d'un cercle. Ce sera sans le moindre doute l'épreuve finale la plus fascinante de toute l'histoire des jeux. Un par un, les participants montent dans un ascenseur qui les emmène au sommet de la tour carrée. Ils se tiennent désormais sur une large plateforme, suspendue bien au-dessus du sol. Ils se tiennent désormais sur une large plateforme, suspendue bien au-dessus du sol. Depuis une haute loge d'observation, les VIP, d'un détachement révoltant, contemplent la scène avec une attente jubilatoire. Et puis la voix de l'annonceuse retentit, dévoilant le nom de ce jeu ultime et féroce, le jeu du calmar aérien. Simultanément, Noël contraint l'officier à l'escorter jusqu'au bureau de l'homme masqué. Alors qu'il pénètre dans l'ascenseur, il passe à l'action, se jetant sur son arme dans un acte de trahison tout à fait stupéfiant. Ils se battent avec une férocité dont la brutalité est proprement terrifiante à observer. La lutte se déplace dans le couloir où l'officier maîtrise Noël et la projette violemment au sol. Il se penche sur elle, la raillant et lui révèle la plus terrible des connexions. Il lui apprend qu'il sait qu'elle a collaboré avec le joueur 246 au parc d'attractions. Elle l'implore de les laisser partir, mais il lui rétorque froidement qu'elle est déjà allée bien trop loin. Il sort alors une lame et l'attaque, mais Noël démontre des réflexes fulgurants, le projetant à terre. L'officier se relève rapidement et lui fracasse une bouteille en verre sur la tête. Alors qu'elle gît blessée, il lui affirme qu'ils sont semblables, tous deux rescapés de Corée du Nord ayant perdu un être cher. Il partage son propre récit poignant, expliquant comment il a perdu la seule personne qu'il aimait, faute d'avoir pu obtenir un simple rein. Et là, dans un geste d'une cruauté qui dépasse l'imagination, il lui enfonce la lame directement dans le rein. C'est l'une des attaques les plus écrasantes et intimes auxquelles nous ayons jamais assisté. Alors qu'il se tourne pour regarder le jeu sur les écrans, Noël rampe silencieusement vers l'ascenseur. Il marmonne qu'il est temps pour elle de rejoindre son enfant dans l'au-delà, une remarque d'une perversité absolument diabolique. Mais lorsqu'il se retourne, il la voit s'agripper à la porte de l'ascenseur, résistant encore et toujours. Elle empoigne l'arme qui était tombée plus tôt et avant même qu'il ne puisse réagir, elle lui tire plusieurs balles dans la poitrine. C'est un moment de châtiment absolument saisissant et entièrement mérité. Tout en haut de la tour, l'annonceuse explique les règles de l'épreuve ultime. Toutes les 15 minutes, ils doivent désigner une personne à pousser de la plateforme. S'ils ne parviennent pas à choisir quelqu'un, tous les occupants de ce pilier seront supprimés. La tension est à son comble, alors que tous les regards convergent instantanément vers Guillaume et le nouveau-né. Tandis que le groupe s'avance vers eux, Minsu reste à l'écart, complètement absorbé par des visions effroyables. Il a une vision de Thanos, puis de Namu, lui tendant la main depuis les abîmes. Le groupe décide de commencer la partie et Youngdae appuie sur le bouton pour lancer le compte à rebours. Après un vote éclair, il décide que Minsu sera le premier à être précipité dans le vide. Alors que la panique s'installe, le calculateur Monji s'empare avec sang-froid d'une longue tige de métal.
Sans la moindre hésitation, il l'utilise pour pousser le tourmenté Minsu hors de la structure. Dans ses ultimes instants, Minsu s'imagine tenir la main de sa fille Semi une dernière fois avant de plonger vers son trépas. De retour en mer, l'équipe de poursuite a acculé le joueur 246, mais tout espoir n'est pas encore perdu. Juste au moment où tout semble perdu, Junio et le mercenaire surgissent tels des anges exterminateurs. Ils neutralisent les poursuivants dans une démonstration de compétence et de coordination époustouflante. Après avoir vérifié son identité, Junio demande où se trouve l'île. Le joueur 246 indique à travers la brume une silhouette à peine visible, l'objectif enfin en vue. Au sein du bureau de l'homme masqué, Noël découvre les archives qui renferment les dossiers de tous les jeux antérieurs. Elle y trouve même une statue de cire du président Ilnam habillé en joueur numéro 1. Elle parcourt frénétiquement les documents et met enfin la main sur ce qu'elle cherche, le dossier du joueur 246. Elle a enfin obtenu l'information qu'elle convoitait depuis si longtemps. De retour dans l'arène, une passerelle étroite se déploie jusqu'à la tour suivante, le triangle. Alors que les concurrents restants posent le pied sur la nouvelle plateforme, toute l'attention se porte sur Gi-hun. Mangi, avec une ruse consommée, les empêche d'enclencher le minuteur, insistant sur le fait qu'ils ont d'abord besoin d'une stratégie. Le consensus est unanime. Le nouveau-né sans défense doit être le prochain à disparaître. Le joueur 353 prend la tige et somme Gi-hun de placer le bébé au bout de celle-ci. Mais Gi-hun n'est-il pas un seul instant, démontrant une force de caractère exceptionnelle. Il les met au défi en leur demandant ce qu'ils feront au tour suivant, une fois qu'il sera parti. Le joueur 353 hésite et à cet instant, le joueur 203 appuie impulsivement sur le bouton de démarrage, plongeant tout le monde dans le chaos. Le deuxième tour a officiellement commencé et la pression est à son paroxysme. Les tensions explosent alors que les joueurs 203 et 353 commencent à se disputer le contrôle de la tige. La situation sur la structure devient parfaitement anarchique. Juste au moment où le chaos atteint son apogée, Mongi intervient avec une autre de ses idées diaboliques. Il joue à pierre-papier-ciseaux pour décider qui affrontera Gi-hun et le joueur 336 perd. Leur stratagème est aussi poltron qu'astucieux. Ils lient leurs vestes pour former une corde de fortune autour de sa taille. Le plan est qu'ils gagnent la confiance de Gi-hun pour qu'il puisse ensuite les attirer tous les deux vers le milieu. Le joueur 336 s'approche avec précaution, feignant de proposer un tirage au sort équitable. Mais Gi-hun est bien trop sagace pour se laisser duper par un stratagème aussi évident. Il voit clair dans leur manège et refuse de bouger de sa position. Alors, le joueur 336 bondit en avant et les autres se mettent à tirer de toute leur force. Mais Gi-hun réagit avec la vitesse de l'éclair, brandissant la lame que l'homme masqué lui a fournie. D'un geste vif, il tranche la corde d'un seul coup, une manœuvre absolument magistrale. Le joueur 336 titube maintenant dangereusement au bord de la tour, avec une lame sous la gorge. De derrière, Mongi surgit avec une tige et commet l'acte le plus effarant à ce jour. Il pousse le joueur 336 hors de la plateforme sans la moindre once de remords. Puis il se tourne vers Gi-hun et lui déclare qu'ils sont désormais du même côté. Et juste au moment où l'on pense que la situation ne peut pas devenir plus insensée, Mongi nous livre la révélation la plus foudroyante de toute la saison. Il prétend être le père du nouveau-né. Gi-hun a un retour en arrière et réalise que Mongi pourrait bien dire la vérité.
Pendant que ce drame se joue, les autres participants conçoivent le plan le plus abject que l'on puisse imaginer. Ils décident d'assaillir le joueur 39, leur casse-croûte, et de le traîner jusqu'à la tour suivante pour le sacrifier. C'est un acte de couardise et de sauvagerie à l'état pur. C'est un acte de couardise et de sauvagerie à l'état pur. Mais Gi-hun, la boussole morale inébranlable de toute cette histoire, ne peut permettre qu'une telle chose se produise. Il s'interpose avec sa lame, déclarant qu'ils doivent tirer au sort de manière équitable. Les concurrents s'y opposent et une immense et violente bagarre éclate sur la plateforme. Le joueur 353 agresse Mongji, tandis que le joueur 203 s'en prend à Gi-hun. Mong y maîtrise rapidement le 353 et le précipite hors de la tour vers une fin inéluctable. Gi-hun, démontrant une nouvelle dextérité impressionnante avec la lame, parvient à blesser le joueur 203. Seul le joueur 100 reste, implorant désespérément pour sa vie. Il propose de ne prendre qu'une partie de la cagnotte, mais la cupidité de Mongji est insatiable. Mongji calcule froidement qu'il recevra davantage d'argent s'il le bascule dans le vide. Et ainsi, sans la moindre hésitation, il pousse le joueur 100 vers son trépas. Puis, dans un ultime acte de défi saisissant, le joueur 39, blessé, se hisse jusqu'au bord. Il proclame qu'il ne sera pas leur pion et se jette lui-même de la tour. Il n'en reste plus que 3, le valeureux Gi-hun, l'innocent nouveau-né et le fourbe Mongji. Alors qu'il s'apprête à rejoindre la tour finale, Mongji traverse en premier et obstrue la passerelle avec la tige. Il exige que Gi-hun lui remette l'enfant, sa prétendue fille, et reste derrière pour y laisser la vie. C'est l'ultime trahison, un père disposé à sacrifier sa propre chair pour la fortune. Au même moment, l'homme masqué est informé qu'une embarcation s'approche de l'île. C'est Junio qui revêt un équipement de plongée pour infiltrer l'île en solitaire. Et dans la scène la plus poignante qui soit, Noël trouve enfin son propre dossier dans les archives. Elle lit une note lancinante qui confirme le décès de sa merveilleuse fille. Elle s'effondre en 100 lots, son monde entier volé en éclats en cet unique et terrible instant. De retour dans l'arène, Gi-hun prend ce qui semble être la décision de capituler. Il dépose délicatement le nouveau-né sur la passerelle et recule tandis que Mongji la tire à lui. Mais tout cela fait partie du stratagème le plus astucieux dont on n'ait jamais été témoin. Pendant que Mongji est distrait, Gi-hun retire le couteau du corps inerte du joueur 203. Juste au moment où la passerelle commence à se rétracter, Gi-hun exécute un bond prodigieux dans les airs en une fraction de seconde. Il atterrit sur la tour finale, prêt à affronter Mongji dans l'ultime confrontation. Le duo s'affronte avec une férocité et un désespoir tout à fait renversants. Mongji écarte la lame d'un revers et commet alors l'inimaginable, suspendant le nouveau-né au-dessus du vide. Gi-hun n'a d'autre choix que de lâcher son arme et de reculer. À l'instant où il est à l'écart, Mongji plonge sur la lame et le combat reprend avec une intensité redoublée. Ils se battent avec acharnement jusqu'à ce qu'ils basculent tous les deux sur le côté de la tour dans une chute effroyable. Dans un élan de pur désespoir alimenté par l'adrénaline, Gi-hun réussit à s'agripper à une barre de métal exposée. Mionji s'agrippe à la veste de Gi-hun, mais le tissu commence à céder sous la tension. La manche se déchire complètement et Mongji chute vers son trépas dans le gouffre en contrebas. Gi-hun s'est hissé, meurtri et épuisé, et c'est alors qu'il a une illumination. Ils réalisent qu'ils n'ont jamais enclenché le bouton de démarrage pour le tour final, ce qui signifie que la chute de Mongji ne comptait pas. Dans la salle de contrôle, un officier découvre Noël qui a incendié les archives et tient maintenant un pistolet sur sa tempe.
À ce moment précis, Gi-hun marche lentement vers le bouton lumineux et l'enclenche. Un ultime compte à rebours de 15 minutes commence, égrenant le temps qui lui reste à vivre. Alors que les pleurs du nouveau-né résonnent, Noël observe Gi-hun, son propre destin suspendu dans la balance. Alors qu'il ne reste que 3 minutes, Gi-hun tient le nouveau-né dans ses bras, une image de dévouement et de sacrifice ultime. Il lui embrasse le front et murmure un ultime message puissant à l'homme masqué qui l'observe. « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains !» Et puis, Guillaume prend une dernière inspiration et bascule en arrière du rebord. Un dénouement digne d'un véritable héros. Son geste altruiste est si poignant qu'il inspire Noël à abaisser son arme et à choisir la vie. Il réveille même les derniers vestiges d'humanité enfouis au plus profond de l'homme masqué lui-même. L'homme masqué ordonne alors une évacuation complète et enclenche la séquence d'autodestruction de l'île. Junio, maintenant à l'intérieur de la base, aperçoit une bombe avec le même compte à rebours. L'homme masqué s'approche de la dépouille immobile de Gi-hun, réalisant enfin qu'il a perdu ce combat pour l'âme d'un homme. Pendant ce temps, Junio découvre le salon VIP désert et croise le regard de son frère qui porte maintenant le nouveau-né. Junio l'interpelle violemment, exigeant une explication, mais l'homme masqué se contente de tourner les talons et de s'éloigner. Des hélicoptères et un imposant cargo évacuent tout le personnel, y compris Noël, qui s'est enfui durant la confusion. Junio accomplit une évasion spectaculaire à travers un tunnel submergé juste au moment où l'île entière explose dans une détonation cataclysmique. C'est l'une des fuites les plus spectaculaires et les plus incroyables auxquelles j'ai jamais assisté. 6 mois plus tard, Noël se trouve dans un parc d'attractions et retrouve le père de la fillette, dont l'enfant est maintenant en parfaite santé. Elle reçoit alors un appel d'un intermédiaire avec une piste possible concernant son propre enfant en Chine, une nouvelle lueur d'espoir. Dans un autre quartier de la ville, Juno retourne à son appartement et y découvre la plus extraordinaire des surprises. Le nouveau-né est là, enveloppé dans une veste de joueur avec une carte de crédit contenant l'intégralité des 45,6 milliards de won de la cagnotte. Nous assistons également aux retrouvailles magnifiques et touchantes de la mère et du frère de Sae-byok, une promesse enfin tenue. L'homme masqué se rend à Los Angeles pour retrouver la fille de Gi-hun. Il lui annonce que son père est décédé et lui remet une boîte contenant sa veste et une carte de crédit avec les gains. Ces gestes suggèrent qu'il éprouve du remords pour ce qui s'est produit. Dans la scène ultime, absolument lancinante, l'homme masqué aperçoit la recruteuse Ella jouant au dakji au coin d'une rue et ils échangent un regard chargé d'une reconnaissance silencieuse et menaçante, nous laissant en suspens en attendant la suite.